Bonjour et bienvenue à ce troisième et dernier webinaire de la série sur la négociation des options en collaboration avec la Bourse de Montréal. Donc, mon nom est Martin Noël et il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou c'est la première fois que vous euh, assistez à un webinaire en ma compagnie, eh bien, mon nom est Martin Noël. Je compte près de 40 ans d'expérience maintenant dans le marché. Hein. Les années filent, le temps passe très vite. Donc, j'ai commencé ma carrière en 1983 sur le parquet de la Bourse de Montréal à titre de stagiaire et ensuite j'ai progressé à travers différentes firmes de courtage où j'ai occupé différentes fonctions de négociateur professionnel, mainteneur de marché sur options, spécialiste sur options. J'ai occupé des postes aussi de direction de parquet pour différentes firmes de courtage. Donc, je me suis joint à la Bourse de Montréal en 1996 à titre de responsable des opérations de parquet pour la Bourse de Montréal. Donc, à la suite de la fermeture des parquets, de l'automatisation des parquets, eh bien, je me suis joint au département de recherche-développement, développement des affaires et aussi j'ai participé au lancement, à la mise en place de l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal. Et c'est là que j'ai vraiment commencé de manière plus intense à faire des formations. Ça m'a donné l'opportunité d'enseigner par la suite à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Donc, depuis 2009, je suis à mon compte comme président de la Corporation financière Monétis, où j'offre des formations en matière d'instruments financiers dérivés et aussi de techniques d'investissement. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bien sûr, avant de commencer notre petit avis de non-responsabilité, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait à titre de formation et d'information, et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations. Pour acheter ou vendre toute valeur mobilière, vous est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de cette série de trois. L'importance d'identifier l'état du marché. Donc, vous allez voir que contrairement à ce qu'on a l'habitude lorsqu'on négocie sur les marchés, et j'ai passé une grande partie de ma carrière avant de me rendre compte que c'était pratiquement sans issue, essayer de deviner où le marché s'en allait. Bon, avec plus ou moins de succès, bien sûr, hein, on développe des techniques et tout ça, mais j'étais à la recherche de, euh, de, de, de l'outil qui me permettrait, avec un degré de confiance important, de savoir où le marché s'en allait, jusqu'à ce que... Et puis, je peux vous dire que ça, c'est assez stressant parce que lorsqu'on prend une position, lorsqu'on définit dans quelle direction s'en va le marché, eh bien, c'est difficile de changer d'idée. Vous l'avez certainement vécu, extrêmement difficile de changer d'idée une fois qu'on a en tête que le marché va monter et le marché ne fait pas ce qu'on veut. Là, quand est-ce qu'on change d'idée? Ça devient stressant. Et à un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter de prédire où s'en allait le marché. Et c'est là que l'idée de définir un état du marché est venue et s'est avéré pour moi bénéfique. J'espère que ça le sera, mais comme je vous l'ai mentionné depuis le début, il n'y a pas de vérité. Il s'agit de définir ce qui nous permet à nous de s'approprier notre espace de négociation et d'aller de l'avant avec ce qu'on a, avec ce en quoi on croit. Il est extrêmement difficile d'écouter les conseils des autres et de négocier avec assurance, avec aplomb, en écoutant ce que quelqu'un d'autre va nous suggérer ou nous conseiller. Donc, on va essayer de développer une approche qui est globale, qui va nous appartenir. Donc, c'est une approche individuelle. Bien sûr, il y a des éléments qu'on va partager entre nous, bien sûr, à la toute fin, on va définir des paramètres qui vont nous appartenir et qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, l'importance d'identifier l'état du marché. Donc nous allons débuter par une approche probabiliste. Pourquoi c'est important d'avoir une vision probabiliste des choses? Eh bien, ça nous empêche justement, quand on parle de probabilité, on ne parle pas de 100% de probabilité, on parle d'une certaine probabilité que des événements se produisent. À ce moment-là,
on s'enlève de l'esprit le fait qu'on va avoir raison. Et donc, ça nous met sur nos gardes. Et avoir une approche probabiliste, c'est la base si on veut avoir du succès. Je vais vous parler du doute, etc. Donc, ça fait partie de ce qu'on a à vivre comme négociateur ou comme investisseur. Donc, bien sûr, la mécanique des marchés, l'efficience des marchés, donc ce sont des thèmes qu'on va voir aujourd'hui. Et les éléments importants, donc par exemple, définition d'une tendance principale par rapport à définition de l'état du marché dans lequel on est. Et bien sûr, on finira avec une conclusion. Donc, on va commencer avec notre approche probabiliste, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une approche probabiliste? Eh bien, moi, ce que je préconise comme approche, ça consiste à mettre en place des stratégies qui tiennent compte de l'évolution normale du marché. Donc, ce qu'on veut, c'est de tenir compte. On sait que le marché ne va pas dans une seule direction, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, on va essayer de tenir compte de l'évolution normale du marché, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des stratégies pour lesquelles aucune intervention ne sera exécutée, par exemple, tant aussi longtemps que le comportement du marché va être normal. Donc, si le marché monte d'un certain nombre de points, baisse d'un certain nombre de points, on dit ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, 68,2% du temps, donc on parle ici de la courbe de la loi normale, définit que 68,2% du temps, le marché va évoluer à l'intérieur d'un intervalle qui est compris entre un écart type là, à la hausse et un écart type à la baisse. Donc, l'écart type, c'est le mouvement moyen. Hein, donc, par exemple, sur une période donnée, donc le marché va bouger d'un certain pourcentage à la hausse et à la baisse. Et donc, c'est ce qu'on appelle un écart type. Donc, ensuite, on va définir un écart type, deux écarts types. Et donc, un écart type, ça correspond à 68,2% de toutes les fluctuations, de toutes les observations qu'on pourrait enregistrer sur une période donnée. Donc, ça, c'est vrai en période de marché haussier, c'est vrai en période de marché baissier, et c'est vrai, encore plus vrai lorsque le marché fait du surplace. Donc, on a un marché qui risque de fluctuer dans un écart type à la hausse ou à la baisse. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, souvent, c'est ça, on prend une position à la hausse, le marché baisse, on s'inquiète. Qu'est-ce qui arrive? C'est tout à fait normal. Le marché, il se fout de savoir si on est optimiste ou pessimiste. Ce qu'il veut, en fait, il réagit donc normalement à la hausse et à la baisse. Et ça, pour nous, eh bien, ça peut être source d'inquiétude à l'occasion. Donc, tant aussi longtemps que le marché va demeurer à l'intérieur de ces deux intervalles, on n'intervient pas, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on peut définir d'autres paramètres, c'est-à-dire que lorsqu'on vient à placer un stop, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va placer un stop tout simplement à un écart type en bas du marché. C'est pas ça qu'on dit. C'est qu'on dit que si on établit certaines stratégies d'options, surtout là, au niveau des options, pas au niveau du trading des titres, les titres, on va définir d'autres paramètres, mais au niveau des options, mais il faut s'attendre quand on veut négocier on veut définir quel est l'état du marché, eh bien, de ne pas paniquer si le marché a baissé. C'est un peu ça que j'essaie de faire. C'est le topo que j'essaie de faire avec vous aujourd'hui. Donc, tant aussi longtemps que le marché va demeurer à l'intérieur de ces deux intervalles à la hausse ou à la baisse, on dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, le marché est normal. Mais si on sort, par exemple, de cet intervalle-là à la hausse ou à la baisse, là, on se dit, attends un petit peu. Là, le marché est en train de changer de paradigme. Il s'en va dans un mode qui est non normal à quelque part. Et donc, on dit, surtout là, s'il s'en va à l'encontre de la direction où on croyait que le marché s'en allait, eh bien, si à la baisse, par exemple, le marché sort de son intervalle de confiance, donc à 68,2, donc d'un écart type, on se dit, attends un petit peu. Là, il faut prendre des mesures de protection et c'est là on va vraiment focusser et se dire, je veux sortir de ma position ou je veux mieux la gérer et là, je vais porter une attention très, très, très particulière. Donc, pourquoi il va falloir prendre une attention particulière? C'est parce que le marché boursier, dans les extrêmes, ne suit pas la courbe de la loi normale. Dans les petits mouvements, à l'intérieur d'un écart type, le marché va se comporter comme la loi normale nous le prédirait. Mais lorsqu'on sort de ces intervalles-là, eh bien, donc de manière empirique, on a constaté que le marché boursier
eh bien, tendance à nous donner beaucoup plus d'observations de hausse, de baisse importante, forte et très extrêmement importante, de très fortes fluctuations à la baisse, plus que ce que la loi normale nous le prédirait. Donc, on s'attend, par exemple, normalement, donc, supposons, là, je vous donne un chiffre, à trois événements, par exemple, sur 100, d'une certaine ampleur, par exemple, de 10%, de mouvement de 10% à la baisse. Mais le marché, lui, va nous en donner peut-être une dizaine ou une quinzaine. Alors, on se dit, ça, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et lorsqu'on le marché s'en va dans une direction qui sort de la normalité, on dit attention, on réagit. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà en tête que les petits mouvements dans le marché les marchés peuvent aller à la hausse et à la baisse de manière tout à fait normale sans qu'on soit préoccupé. Mais lorsqu'on va sortir de cet intervalle-là, attention, il faut prendre des mesures. Donc, il faut avoir ça en tête. Donc, vous voyez ici la courbe donc, plus agrandie, la courbe de la loi normale. Donc, un écart type correspond à 68,2% de toutes les observations, donc de rendement qu'on pourrait observer sur le marché, tant à la hausse qu'à la baisse. Et 95,4%, ça correspond à deux écarts types ici. Donc, deux écarts types, on est à 95% de toutes les observations. Et trois écarts types, on est près de 100%, on est à 99, quelques. Donc, on s'attend, toutes les observations à un écart type, les petits mouvements, en fait, ça correspond à l'approche de la courbe de la loi normale. Mais quand on sort d'un côté, surtout lorsqu'on est à la baisse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'observations, ce qui fait en sorte que ici, on a ce qu'on appelle en anglais le fat tail, une queue plus épaisse. On a plus d'observations à la baisse, là, ici, qu'on le verrait normalement. Donc, ici, on s'attend à ce qu'il y ait très peu d'observations, vous voyez. Et donc, là, à la baisse, bien de façon normale, on a plus d'observations que ce que la courbe normale nous dirait. Donc, on va regarder c'est quoi, par exemple, donc un écart type. Comment on pourrait visualiser ce que c'est qu'un écart type? Eh bien, le marché des options est très bon pour nous donner visuellement ce que c'est qu'un écart type. C'est-à-dire que lorsqu'on prend à un prix d'exercice donné, on prend les calls et les puts, donc à la fois les calls et les puts, eh bien, ce qu'on se rend compte, eh bien, c'est que le prix des calls et le prix des puts à un prix d'exercice donné. Donc ici, par exemple, le titre, bon, c'est le SPY qui est le fonds négocié en bourse sur le S&P 500. Ici, il était aux alentours de 199, là, donc 199,13 à l'époque, lorsque j'ai fait ce graphique, là, qui n'est pas à jour, bien sûr, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir comment on peut visuellement voir ce que c'est qu'un écart type. Donc ici, on a 199, c'est le prix d'exercice qui est le plus près de 199, à la fois les calls et les puts. Et là, on est au 12 septembre. Et le 20 septembre, il y a une échéance. Donc, on est 8 jours plus tard. On a les prix pour le call, les prix pour le put. Si on prend ça ensemble, ça nous fait un prix, donc un mouvement à la hausse, un mouvement à la baisse. Mais si on achète les deux, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un straddle. Là. Donc, ça, ce sont des stratégies un peu plus avancées. Mais quand on les prend les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle un straddle. Et le straddle, eh bien, pour qu'il soit profitable, il faut, eh bien, ça nous coûte 2,72 ici pour l'acheter. Eh bien, pour faire un profit à la hausse, pour commencer à faire un profit à la baisse, eh bien, il faut que le marché monte de 2,72 ou baisse de 2,72 et ça correspond exactement à un écart type. Ah, donc voilà. Donc, je regarde le call et le put, j'ai mon écart type. Et ça, c'est mon écart type sur une période de 8 jours. Donc, mon intervalle, si j'ajoute à 2,72 à 199 et que je soustrais 2,72 à 199, ça me donne un intervalle de 201,72 et de 196,28 à la base. Donc, j'ai cet intervalle. Et donc, si je veux juste, je n'ai pas d'opinion sur le marché. Je veux juste regarder ce que le marché peut faire. Mais tant que le marché va monter. Donc, ce que ça me dit, c'est que dans les 8 prochains jours, le marché peut monter
à 201,72, peut baisser à 196,28 et c'est tout à fait normal. Ce sont les observations qu'on devrait voir 68,2% du temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quand le marché monte, le marché baisse, ne va pas dans la direction qu'on souhaiterait. C'est tout à fait normal. Il peut fluctuer à l'intérieur de ces deux intervalles-là. Maintenant, regardons sur un intervalle plus loin, maintenant, une échéance du 18 octobre. Eh bien là, les prix des options vont être plus chers. Donc, notre straddle, si on prend le call et le put 199 qui vient à échéance le 18 octobre, va nous coûter 5,39 $. Ça nous donne un intervalle qui est plus élevé. Donc, si on regarde comment le marché pourrait fluctuer dans je dirais, le mois ou les 5 semaines qui suivent jusqu'au 18 octobre, bien, le marché peut fluctuer jusqu'à 204 et baisser jusqu'à 194 à peu près. Donc, c'est tout à fait normal que le marché fluctue. Donc, si on veut visuellement observer ce que ça nous donne comme fluctuation, bien, regardez. Donc, sur 8 jours, on s'attend à ce que le marché puisse fluctuer dans cet intervalle de prix. Sur 5 semaines, eh bien, vous voyez qu'on s'attend à ce que le marché puisse fluctuer de manière plus forte, bien entendu. Et donc, c'est encore tout à fait normal que le marché va fluctuer de manière plus importante sur une plus longue période que sur une période plus courte. Donc, on est dans la normalité. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on prend une position, il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc, tant aussi longtemps que le marché peut fluctuer dans cet intervalle-là, on se dit, bien, le marché s'est fluctué de manière normale, donc il peut revenir éventuellement. Il y a encore la capacité de revenir à toucher le sommet de cet intervalle-là. Donc, il faut tout simplement, cette approche-là me permet d'enlever du stress, à savoir à quel moment je vais commencer peut-être à paniquer ou à être plus vigilant dans mon approche. Donc, ça, c'est l'approche normale, une approche probabiliste. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir une approche probabiliste? Bien, ça implique qu'on ne fait pas de prédiction ferme. Donc, c'est tout simplement changer notre schème de pensée. Je ne fais pas de prédiction. J'ai des anticipations, mais je ne fais pas de prédiction. Donc, Tony Caldaro, ici, du blog The Elliott Wave Lives On, c'est dommage. Il est décédé, donc il y a 2 ans, mais c'était mon mentor aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a développé une approche particulière au niveau des vagues d'Elliott. Pour ceux qui connaissent les vagues d'Elliott, c'est une approche d'analyse technique. C'est un autre sujet, là, donc je sais qu'il y a des opposants et des gens qui sont en faveur des vagues d'Elliott. Je ne veux pas lancer de débat ici. Mais on aura certainement éventuellement l'opportunité d'en discuter davantage. Mais son approche à lui, c'était justement d'être objectif face au marché. Et donc, il disait que pour réussir dans l'analyse du marché, il faut anticiper, évaluer, puis effectuer des ajustements lorsque c'est nécessaire. Et c'est dans cette optique-là qu'on doit regarder les marchés. Donc, lui, bien sûr, c'est un Américain. Donc, il dit Anticipate, Monitor, Adjust. Donc, on ne fait pas de prédiction, mais certainement qu'on a des anticipations. Et le fait d'avoir une anticipation et non pas une prédiction, c'est que c'est difficile de changer d'idée quand on a une prédiction, mais quand j'anticipe quelque chose, et si j'ai l'esprit ouvert, un esprit probabiliste, je vais être capable de m'ajuster et changer d'idée rapidement. Donc, on ne fait pas de prédiction, seulement des anticipations. Et il faut admettre qu'on ne sait pas où le marché s'en va. Ça, c'est la première chose qu'on doit apprendre. Je ne sais pas où s'en va le marché. Donc, si quelqu'un vous dit « il s'en va où le marché », la première chose à dire, c'est « écoutez, je ne le sais pas, mais présentement, par exemple, mon analyse fait en sorte qu'il y a prépondérance de mouvement haussier pour l'instant. Prépondérance d'un mouvement baissier pour l'instant, mais je suis prêt à changer d'idée. » Et ça, c'est extrêmement important d'être toujours prêt à changer. Donc, comme notre analyse n'est pas sûre à 100%, bien, il y a place pour le doute dans l'équation et donc le doute va être important. Donc, à entretenir, ce doute-là, il est là. Donc, c'est sûr qu'on va se donner des outils pour justement gérer notre risque. Hein. Bien sûr, hein, on sait gérer le risque, gérer notre capital. C'est pour ça qu'on met en mesure des outils comme ceux-là. C'est parce qu'on ne sait pas où ça s'en va, puis
on vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ça nous force à évaluer la situation en cours de route, puis à effectuer les ajustements qui sont nécessaires lorsque le moment vient. Donc, on doit toujours s'adapter aux conditions du moment et éviter ce qu'on appelle la dictature des experts. Alors, qu'est-ce que c'est que la dictature des experts? Donc, la dictature des experts, c'est un documentaire qui a été télédiffusé sur RDI au grand reportage, puis qui est disponible sur YouTube. Donc, si j'ai mis un lien, j'ai vérifié, là, donc il y a quand même quelques semaines, il était fonctionnel, donc le lien a changé, donc j'en ai trouvé un autre. Donc, si jamais le lien n'est pas fonctionnel, faites ça, la dictature des experts, vous allez tomber sur un documentaire là, sur YouTube, je suis convaincu là, que ça dure à peu près 45 minutes. Là. Et dans ce documentaire, on explique comment se comportent les experts dans différents domaines, dont le marché boursier. Et ce qui ressort de ce documentaire, c'est que les experts, pour paraître crédibles aux yeux du public, là, doivent avoir des opinions tranchées et sans équivoque. Donc, c'est sûr que ça va les amener à faire des prédictions. Les experts, ils font des prédictions. Donc, le marché va monter de 20 ou va baisser de 10 peu importe. Un crash boursier est imminent. Vous allez voir, on entend toujours des experts donc, qui affirment avec une assurance leurs opinions. Donc, c'est le genre de commentaires qui paraît crédible aux yeux du public profane. Donc, c'est une raison pour laquelle ils agissent de cette façon-là, parce que c'est ce que le public attend. Le public profane, il veut avoir quelqu'un qui est décidé. Pour écouter un conseil de quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'assurance. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. Ça veut dire que je ne dois pas paraître crédible aux yeux du public. Là, ça, c'est sûr et certain. Cependant, moi, je vais persister à demeurer comme ça et à ne pas faire de prédictions. Parce que je ne cherche pas à plaire au plus grand nombre, je cherche à définir mon approche et à vous aider à développer la vôtre. Donc, je ne veux pas que les gens croient ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de croyance dans ça parce que je peux changer d'idée le lendemain. Donc, je ne fais pas de prédiction. Donc, tout ce que je fais, c'est avec l'information disponible, c'est de définir dans quel état de marché on se trouve. Et pour moi, c'est suffisant. Donc, peu importe la conclusion de mon analyse, je ne pourrai jamais affirmer avec certitude que le marché va aller dans telle direction ou dans telle autre. Donc, toujours un risque d'erreur et de perte. Il faut en tenir compte. Donc, si on ne peut pas vivre avec ça, eh bien, vaut mieux quitter le marché boursier parce que vous n'aurez jamais un taux de réussite de 100 ça, je peux vous le garantir, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voit un analyste affirmer avec conviction que le marché va faire ceci, cela, on devrait toujours douter et on devrait plutôt se demander quelles sont les probabilités que son scénario se réalise. Mais même là, quand on parle de probabilité, on ne peut pas mettre un chiffre. C'est extrêmement difficile. Donc, là encore, c'est pour ça qu'on se donne des outils, parce qu'on ne sait pas exactement la vraie probabilité qu'un événement se produise. Donc, lorsqu'on est au campé dans notre analyse, nos anticipations deviennent des prédictions, puis ça va être extrêmement difficile de changer d'idée en cours de route. Et c'est là que le plan va devenir trop rigide, puis on ne pourra plus s'adapter à la nouvelle information. Donc, c'est pour ça que ça nous prend un plan qui va permettre justement de s'adapter en cours de route. Donc, ça nous amène maintenant à parler de la mécanique des marchés. Donc, c'est sûr que certains d'entre vous, vous êtes familiers avec l'analyse technique et tout ça, puis c'est pas un cours sur l'analyse technique du tout, c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut avoir une idée, une vision du marché. Donc, on va essayer de comprendre comment les marchés évoluent. Et donc, on sait que les marchés ne fluctuent pas en ligne droite d'un point à l'autre. Ils ont plutôt tendance à évoluer par vagues successives dans une direction, donc à la hausse ou à la baisse, et selon les principes de l'offre et de la demande. Donc, c'est l'ensemble de tous les ordres d'achat et de vente qui donnent une direction au marché. Donc, il y a un vieil adage qui dit que le marché cherche à monter avec le moins de monde possible et qu'il cherche à baisser avec le plus de monde possible. Donc, quand les gens ne sont pas dans le marché, on court après le marché, ça fait monter le marché parce qu'il y a de la demande. Une fois que tout le monde est dans le marché, bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de prendre nos profits. Et alors, l'effet boule de neige fait en sorte qu'on commence à vendre nos marchés et le marché va se mettre à baisser avec la majorité d'investisseurs qui vont avoir sauté dans le train. Donc, le vieil adage dit on monte avec le moins de monde possible et on baisse avec le plus de monde possible. C'est ce que le marché
tend à faire. Donc, ce qui va être normal de voir fluctuer les marchés à la hausse ou à la baisse à court terme sans que la tendance principale n'en soit affectée. Donc, ça, c'est notre approche probabiliste. Le défi, c'est de ne pas se laisser influencer par les soubresauts du marché. Donc, lorsqu'on se concentre un peu trop sur le marché, on peut finir justement là, donc à suivre tous les petits mouvements, avoir un peu de tournis, être étourdi dans notre vision des choses. Donc, on va laisser le marché évoluer à sa guise dans un esprit probabiliste et tenter de déceler un affaiblissement potentiel de cette tendance principale qu'on va avoir observée. Donc, notre approche, elle est probabiliste, donc mais elle n'est pas entièrement aléatoire. Donc, c'est bien important. On a certaines anticipations et on sait que le marché peut aller contre nos anticipations, mais c'est pas seulement, on ne lance pas d'idées dans les airs en laissant aller le marché comme ça. Non, ce n'est pas un pile ou face. Donc, ce qu'on va tenter d'observer, ce sont des paramètres qui vont nous indiquer une probabilité plus forte de hausse ou de baisse, tout simplement. Donc, on dit, une prépondérance. Donc, il faut prendre conscience que nous sommes que des observateurs et que notre analyse n'est valable qu'au moment de l'observation. Ça veut dire qu'on va devoir constamment réévaluer et s'ajuster. Donc, il y a une citation célèbre qui fut reprise par Yogi Berra, un ancien entraîneur des Yankees de New York, qui nous disait qu'il est difficile de faire des prédictions, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc, Yogi Berra vous ferez une petite recherche de Yogi Berra citation. Il y en a vraiment des très, 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 très drôles. Donc, on n'est pas dans la prédiction, par conséquent, mais bel et bien dans l'anticipation. On ne veut pas prédire l'avenir. On est dans le doute. Et c'est le doute qui va nous permettre de changer d'avis lorsque les paramètres vont changer. Donc, si on pense qu'on peut prédire la prochaine tendance du marché, donc ce qui s'en vient, c'est qu'on pense pouvoir deviner ce que tous les négociateurs du monde entier sont en train de penser à l'avance, et on sait bien que ça, c'est irréaliste. Donc, on ne peut faire que des constats, et toute nouvelle information viendra confirmer ou infirmer nos anticipations, et c'est ça qu'on doit faire. La nouvelle information, on l'intègre. C'est tout ce qu'on peut faire, et puis il est utopique de penser le contraire. Donc, maintenant, passer à la partie l'efficience des marchés. Alors, l'efficience des marchés, ça se vérifie sous 3 formes. Il y a l'efficience faible, semi-forte et forte. Donc, on va commencer par l'efficience faible. On dit, sous cette forme, on dit que les prix observés sur des titres négociés en bourse reflètent toute l'information contenue dans l'histoire passée des prix observés. Et dans ce scénario, bien que certaines anomalies pourraient être observées, ce que ça nous dit, c'est que l'analyse technique ne serait d'aucune utilité dans cette efficience. Donc, on est dans la faible. Donc, dans la faible, on dit que l'analyse technique ne serait d'aucune utilité, donc on pourrait mettre ça de côté. L'efficience semi-forte, on dit que sous cette forme, on dit que les prix observés sur des titres négociés en bourse reflètent toute l'information publiquement disponible. Et dans ce scénario, c'est l'analyse fondamentale qui ne serait d'aucune utilité. Donc, l'analyse technique prend le bord, l'analyse fondamentale prend le bord aussi. Et dans l'efficience forte, on dit sous cette forme, on dit que les prix observés sur des titres négociés en bourse reflètent toute l'information disponible, qu'elle soit publique ou privée. Alors, dans ce scénario, il ne serait même pas possible de battre le marché, même avec l'information privilégiée, imaginez. Donc, l'hypothèse de l'efficience des marchés, c'est une hypothèse en finance qui suggère qu'à tout moment, les prix du marché reflètent toute l'information disponible. Donc, en effet, on peut dire que les prix du marché reflètent toute l'information disponible. Cependant, toute l'information disponible ne veut pas dire que toute l'information soit disponible. Donc, il y a peut-être de l'information cachée, bien entendu. Donc, une petite nuance. Donc, il y a de l'information qui n'est pas encore dans le marché. Puis il y a des marchés qui sont plus efficients que d'autres. Donc, comme l'efficience forte le suggère, dans un marché complètement efficient, il ne serait pas possible de battre le marché. Donc, si on parle en théorie, ce ne serait pas possible de battre le marché, tout simplement. Bon, c'est ce que soutient l'hypothèse de l'efficience des marchés. Cependant, on observe que certains investisseurs réussissent à battre le marché de manière constante. Et ici, je vais penser que le premier nom qui peut nous venir à l'esprit, c'est Warren Buffett, qui réussit à le faire depuis plus de 50 ans. Donc, selon cette hypothèse, il ne devrait pas pouvoir le faire et il le fait de manière constante.
Donc, par conséquent, on est en droit de se poser la question suivante. Est-ce que le marché est vraiment efficient? Donc, ce qu'on peut affirmer, c'est que le marché tend à être efficient car il y a toujours de nouvelles informations qui arrivent et qui sont interprétées par les investisseurs. Donc, on est dans notre approche un peu probabiliste. On ne peut pas dire avec certitude, voici, on a toute l'information. Donc, on intègre la nouvelle information. Le marché s'en va dans une direction, réagit, etc. Le public va réagir. Donc, les transactions des investisseurs vont permettre au marché d'en prendre connaissance. Ainsi, imaginons qu'une offre publique d'achat soit en train d'être négociée en secret. Donc, personne ne le sait, bon, sauf que les participants. Cette information n'est pas encore connue et n'est donc pas intégrée au prix du marché. C'est ce qu'on appelle de l'information privilégiée. Donc, supposons que vous preniez connaissance d'une certaine façon, quelqu'un vous en parle, ou en tout cas, vous avez trouvé des documents secrets, des tractations que la compagnie ABC veut acheter la compagnie XYZ au prix de 40 par action, alors que son prix est de 20 aujourd'hui. Donc, bien que ce soit illégal de faire des transactions avec de l'information privilégiée, imaginons que vous décidiez d'en profiter. Le simple fait que vous fassiez des transactions d'achat sur la compagnie XYZ va permettre au marché d'en prendre connaissance, de prendre connaissance de la nouvelle information. Parce que vous allez laisser une trace. Plus vous allez acheter donc des actions, plus la trace sera importante. Donc, comme vous savez que XY vaut ou vaudra 40 par action éventuellement, chaque nouvel achat que vous faites, c'est un profit presque garanti. Donc, vous avez donc intérêt à en acheter le plus possible. Donc, vous allez développer comme un genre de frénésie d'achat sur ce titre-là. Donc, tous ces achats vont attirer l'attention. Bien sûr, les investisseurs vont se demander qu'est-ce qui se passe avec ce titre-là qui négociait 5 000 parts par jour. Maintenant, il en négocie 20, 30, 40, 50 000. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez laisser une trace. Donc, les investisseurs agissent souvent par mimétisme et donc, vont calquer. Il y a des acheteurs qui en veulent, moi aussi, je vais en acheter. Donc, il est logique de penser que d'autres vont vous accompagner dans vos achats et vont pousser le titre vers les 40. Parce que lorsque le titre va arriver à 40, vous allez arrêter d'en acheter. Et là, naturellement, le marché va arrêter. Donc, il va y avoir des petites poussées, mais là, peut-être que là, vous allez peut-être commencer à en vendre à 45, puis à 50, puis à 60. On ne le sait pas. Donc, vous voyez que là, le marché va trouver son équilibre. Donc, même si le marché n'est pas au courant de cette transaction secrète, le simple fait qu'on intervienne dans le marché, à ce moment-là, le marché va en prendre connaissance. Donc, c'est ce mimétisme dont je viens de vous parler, là, qui crée des mouvements dans un sens et dans l'autre. Donc, l'optimisme va pousser les prix à la hausse et le pessimisme à la baisse. Et c'est le cumul de ces poussées là, qui va créer des tendances prolongées dans le marché, dans un sens ou dans l'autre. Donc, quels sont les éléments importants à prendre en considération là, pour déterminer la tendance principale du marché? Donc, comment on détermine cette tendance principale? Y a-t-il un moyen mécanique qui permettrait de déterminer à coup sûr la tendance principale du marché? Bien, la réponse, c'est malheureusement non. Donc, vous savez maintenant que je ne crois pas qu'on puisse la déterminer avec certitude. On peut anticiper, on peut observer qu'on est dans une tendance présentement haussière ou baissière, oui. Donc, on ne peut déterminer avec certitude la tendance du marché. On ne peut que constater cette tendance. Donc, on observe qu'aujourd'hui, la tendance, elle est haussière. On ne sait pas où ça s'en va. Demain, c'est un autre jour. Donc, est-ce qu'on doit anticiper la nouvelle tendance ou attendre sa confirmation? Donc, c'est souvent une question que je me fais poser. Bien, il est possible de se donner des outils d'anticipation. Mais il faut s'appuyer sur des faits pour bien le faire. Et surtout, il faut être conscient qu'on ne peut jamais être certain qu'on aura raison. Quand on commence à anticiper que le marché va changer de direction, on ne sait pas à quel moment que ça va se faire. Donc, on peut se tromper. Donc, on ne peut qu'anticiper avec un certain degré de probabilité. Donc, l'approche probabiliste, encore une fois, ce ne sont que des probabilités, pas des certitudes. Donc, l'anticipation d'une nouvelle tendance nous place dans la position de jouer à contre-courant. Ça, c'est un jeu qui est dangereux si on le fait sans plan. C'est comme essayer d'attraper des couteaux au sol. Ça prend une certaine dextérité. Donc, on lance un couteau dans les airs et on essaie de le rattraper au vol. Eh bien, ça prend une certaine dextérité pour attraper seulement le manche. Donc, prenons par exemple la débâcle des marchés entre 2007 et 2009. Eh bien, essayer d'anticiper un revirement de tendance durant cette période, c'était pour le moins téméraire.
Et donc, on aurait pu acheter pendant longtemps. Donc, essayer d'anticiper ce revirement-là tant aussi longtemps que durant cette débâcle-là. Donc, sur quelle base doit-on anticiper un revirement de tendance? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit se poser? Est-ce que c'est sur l'espoir? Donc, ça peut faire mal. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Ça nous prend des faits sur lesquels appuyer nos décisions. Puis surtout une bonne gestion du risque et du capital. Il faut pouvoir reconnaître quand on s'est trompé afin de limiter les pertes et protéger notre capital. La façon la plus sécuritaire demeure tout de même d'attendre que la nouvelle tendance se confirme. Donc ça, c'est ce qui est le plus sécuritaire. Moi, j'en suis venu à la conclusion que c'est préférable. Et ça, quand on parle de tendance, il faut faire attention parce que vous allez voir qu'il n'y a pas seulement le prix qui est un élément de détermination de la tendance. Il y a des facteurs sous-jacents, donc ce qu'on appelle des facteurs, des outils d'analyse en profondeur du marché. Là. Donc, il n'y a pas seulement le prix. Mais je vais attendre d'avoir une confirmation de tous les éléments que je vais utiliser pour savoir si la tendance est en train, donc elle est à la hausse ou à la baisse, par exemple. Donc, ça implique que notre point d'entrée dans le marché sera peut-être pas aussi intéressant qu'en utilisant l'anticipation. Une fois qu'on atteint la confirmation, c'est que le mouvement a déjà entamé sa course dans la direction et on va manquer, bien sûr, le mouvement. L'idéal, c'est d'anticiper au moment où le marché est en train de revirer sa tendance. Mais ça nous prend une boule de cristal et on sait que ce n'est pas possible. Donc, la confirmation va impliquer que le creux va déjà être en place ou le sommet sera déjà en place, éventuellement qu'on prendra position. Donc, chaque technique comporte ses forces et ses faiblesses et l'important, c'est vraiment d'encadrer notre technique avec une bonne gestion de risque et de capital. On ne s'en sort pas. La clé, c'est le plan et donc, il nous faut un plan. Donc, est-ce qu'on doit se concentrer sur le prix de l'indice seulement? Donc, j'ai commencé à vous en glisser un petit mot. Moi, je préconise, comme je le préconise pour la gestion de portefeuille, là, je préconise la diversification de mes outils pour obtenir de meilleurs résultats. Donc, je n'utilise pas seulement un outil pour m'aider, pour m'appuyer dans ce que je fais. Donc, je pense qu'il est important de combiner plusieurs indicateurs et techniques d'analyse qui ont chacune leurs forces et leurs faiblesses afin de réduire les risques d'erreur liés à une seule technique ou approche. Puis, ce que je veux, c'est maximiser mes probabilités de réussite. Donc, je ne fais pas confiance je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'essaye de diversifier mon affaire. Donc, je cherche à limiter l'impact négatif et à tirer avantage des points forts là, de mes indicateurs ou de mes outils techniques. Donc, au lieu de tenter de déterminer la tendance du marché, donc dans la direction, c'est sûr que c'est interchangeable. Souvent, moi-même, là, je vais vous le dire, présentement, la tendance du marché, elle est haussière ou elle est baissière. Mais en fait, c'est l'état du marché. L'état du marché, il est haussier. Il faut prendre conscience que c'est en ce moment qu'on parle. On ne parle jamais de prédictions. Donc, on essaye de déterminer dans quel état du marché on se trouve au moment où on fait notre analyse. Et cette constatation-là, elle est bonne au moment où on le fait. 5 minutes plus tard, c'est peut-être différent. Donc, on veut éviter de prédire la direction du marché, puis on veut se concentrer sur ce qui est devant nous. Donc, tant aussi longtemps qu'il y aura une prépondérance d'indicateurs qui pointent dans une direction, le statut de l'état du marché est maintenu. On est haussier ou on est baissier. Donc, une approche qui est visant à déterminer l'état du marché pourrait être, par exemple, l'utilisation de moyenne mobile. Donc, ici, je ne vous dis pas exactement quoi faire, mais je vous dis comment vous pourriez commencer à utiliser certains outils pour déterminer quel état de marché on est. On pourrait dire, par exemple, que l'état du marché est positif ou négatif en fonction d'où on se situe par rapport à une moyenne mobile. Si on est en haut de la moyenne mobile, on dit que le marché est haussier. Si on est en bas, on dirait que le marché, bien, c'est ça, ce serait le plus simple des indicateurs de l'état du marché. On pourrait utiliser aussi, intégrer la divergence positive ou négative, par exemple, sur l'indicateur RSI. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur dans ça, mais bon, la divergence, on va le voir un petit peu plus tard, c'est quoi la divergence positive ou négative. Mais c'est le Relative Strength Index, donc pour ceux qui connaissaient un peu l'analyse technique. Donc, on dirait à ce moment-là que l'état du marché est négatif lorsqu'on est en présence d'une divergence négative
puis on serait en positif, en situation d'état de marché potentiellement positif là, quand on a une divergence positive. Mais lorsqu'on regarde les divergences, c'est qu'on est en mode anticipation. Donc, on peut mêler des confirmations avec des anticipations de revirement de tendance, bien sûr. Mais donc, on va s'ajuster à chaque fois qu'on va se retrouver avec une prépondérance dans un côté ou l'autre, on ajuste notre état de marché. Donc, on a tous, et ça c'est important, donc je fais appel à ce que vous connaissez déjà, on a tous un ou plusieurs indicateurs qu'on utilise plus que d'autres et avec lesquels on est à l'aise ou en confiance. À ce moment, on peut commencer avec ça. Donc, quand on les utilise et on les combine ensemble, il devient alors plus facile de s'approprier le plan. Donc, ça devient nos outils à nous. Ce pas les outils de Martin Noël ou de machin chouette. Ce sont mes outils. Et là, je vais commencer à définir mon état du marché avec mes propres outils. On est habitué déjà de travailler avec certains outils. L'important, c'est d'utiliser des indicateurs avec lesquels on est familier et de les combiner ensemble. Ainsi, on ne sera pas tributaire d'un seul indicateur pour prendre nos décisions. Moi, de mon côté, j'ai développé mon approche en combinant plusieurs indicateurs qui, une fois mis ensemble, me permettent de définir un état du marché avec une probabilité de réussite satisfaisante. Bon, ce n'est pas parfait, mais les résultats sont suffisamment intéressants pour que je puisse les intégrer dans mon portefeuille. Donc, dans le portefeuille, si vous allez sur le site lesoptions.com, vous allez voir que dans le blog, je fais un suivi du portefeuille, d'un portefeuille. Et donc, j'utilise l'état du marché. C'est un état que je mets à jour sur une base quotidienne et je définis si on est en mode haussier ou en mode baissier et j'ajuste mon portefeuille en fonction de cet état-là. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu là, le journal Investors Business Daily, là, donc ils ont un indicateur de l'état du marché et j'ai comparé mon état du marché à le leur et j'étais très, très, très satisfait puisque mon état du marché, il est beaucoup plus à point, beaucoup plus juste que le leur. Donc, écoutez, il y a plusieurs grands gestionnaires de portefeuille qui utilisent l'état du marché du Investors Business Daily et qui s'en servent pour prendre des positions dans le marché avec succès. Donc, moi, mon approche, et je me compare à celle-là, et je me dis, wow, ok, c'est bon. Il n'est pas à 100%. Écoutez, c'est loin de là. Mais ça fonctionne et je réussis à prendre des positions et à me sécuriser, à enlever du stress. L'état du marché est positif, je fais telle chose. Il est négatif, je fais telle autre chose. Et j'ai des stratégies pour lesquelles je ne tiens pas compte de l'état du marché. À ce moment-là, j'ai d'autres façons de gérer mon risque et mon capital. Donc, pourquoi est-ce important de définir un état du marché? Eh bien, tout simplement parce que tant aussi longtemps que l'état du marché est positif ou haussier, les stratégies haussières ont plus de probabilité de réussite que les stratégies baissières et vice-versa. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, les éléments à prendre en considération dans la construction d'un indicateur de l'état du marché sont l'indice lui-même, soit le prix, la profondeur du marché, et la profondeur du marché, là, donc qu'on appelle le market breadth en anglais. Donc, pour analyser l'indice ou le prix lui-même, on peut utiliser des indicateurs de momentum, par exemple, comme le stochastique, des indicateurs de force comme le RSI, là, le Relative Strength Index, l'accumulation et la distribution sur l'indice, c'est-à-dire le nombre de séances à la hausse ou à la baisse selon certains critères là, de prix et de volume, et des moyennes mobiles sur l'indice. On peut utiliser tout ça. On peut également utiliser, moi je ne le fais pas comme tel dans mon indicateur, mais je fais un suivi de l'état du marché avec les vagues d'Elliott. Donc, si vous allez sur mon site, dans le blog, vous allez voir, toutes les semaines, je fais un suivi dans quel état de marché seulement en suivant les vagues d'Elliott. Donc, j'essaie d'anticiper ici les prochaines directions dans les prix selon des scénarios préétablis avec les vagues d'Elliott. Et donc, pour analyser la profondeur du marché, à ce moment-là, on va se concentrer sur les titres ou les secteurs qui composent l'indice lui-même, ainsi que sur les variables autres que le prix, là, telles que le volume, par exemple. Donc, on peut tenir compte de la tendance de chacun pour dériver une tendance sous-jacente de l'indice. Donc, si je prends, par exemple, tous les titres du S&P 500,
Je ne le fais pas puisque je prends les sous-indices, donc les indices sous-jacents, et je définis l'état, la direction de ces indices-là, et le cumul, eh bien, le pourcentage qui sont à la hausse ou à la baisse, eh bien, ça m'indique si le S&P 500 est plus le prépondérance à vouloir s'arrêter, même si les prix continuent à monter, si j'ai une prépondérance de secteur qui commence à baisser, mais là, je me dis attention. Et donc, ça fait partie d'un de mes facteurs que je prends en compte. Je vais prendre le prix, je vais prendre d'autres indicateurs que les nouveaux bas, etc. Donc, je vais utiliser autre chose que le prix parce que le prix ne dit pas tout. Donc, quand le marché fait des nouveaux hauts, on pourrait assister, sans qu'on le voie, donc à une détérioration des conditions sous-jacentes du marché, c'est-à-dire que la majorité des titres ou des secteurs, comme je viens de vous l'expliquer, pourraient déjà avoir amorcé leur déclin et être en tendance baissière. Donc, à ce moment-là, ça peut être une bonne indication que la tendance de l'indice est en danger. Ça ne veut pas dire que ça va immédiatement baisser. On est en danger. Donc, pour qu'un marché soit sain, il faut que tous les éléments soient en symbiose avec le marché. Donc, lorsque les marchés sont en hausse, on veut que la profondeur du marché confirme la hausse. Il en va de même lorsque les marchés sont en baisse. On a plus confiance dans la baisse et toutes les composantes sont à la baisse également. Nos indicateurs de profondeur de marché sont un peu comme le canari dans la mine. Lorsque la situation se détériore en profondeur, à ce moment-là, et que le marché continue à monter, on dit attention, danger, peut-être le temps de commencer à prévoir une sortie du marché. Donc, la profondeur du marché tente à déterminer le niveau de participation des constituantes du marché. Et donc, plus la participation est élevée dans un marché haussier, plus la hausse est solide. Plus la participation est élevée dans le marché baissier, plus la baisse est solide. Donc, on va parler de divergence lorsque la participation dans une direction commence à faiblir. Donc, moins la participation est élevée dans un marché haussier, donc le marché est haussier, mais alors il y a de moins en moins de participation. À ce moment-là, on dit que plus la probabilité d'un revirement est élevée. Moins la participation va être élevée dans un marché baissier, donc le marché continue à baisser, mais là, on commence à avoir de moins en moins d'éléments qui baissent. Si on commence à remonter, on dit que le revirement pourrait se produire à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la divergence, on va utiliser cette divergence-là pour observer quels sont les points de revirement potentiels. Mais, il faut faire attention, parce qu'on pourrait avoir une divergence. Donc, le marché est à la hausse et on assiste à une baisse du niveau de hausse dans les composantes et tout d'un coup, ça revient. La divergence peut disparaître à un moment donné pour repartir dans la direction. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a une citation de l'économiste britannique John Maynard Keynes qui, à l'époque, parlait que le marché était irrationnel. C'est-à-dire que, imaginez, le marché qui n'arrête pas de monter, un peu comme on voit aujourd'hui, présentement, les marchés montent, sans arrêt. Puis là, on se dit, ça se peut pas, le marché est irrationnel. Puis là, je vais aller contre cette tendance-là. Bien, Keynes, il disait à l'époque, le marché peut demeurer irrationnel plus longtemps qu'on peut demeurer solvable. Donc, si on veut se battre contre la tendance, là, on se dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Bien, le marché peut doubler ou tripler pendant qu'on s'ostine avec le marché. Donc, il en va de même pour les divergences. On peut adapter en disant que le marché peut demeurer divergent plus longtemps qu'on peut demeurer solvable. Donc, on voit un affaiblissement des facteurs sous-jacents à la tendance principale, mais la tendance principale continue à monter. Et nous, on se bat contre le marché en se disant qu'il y a une divergence, donc le marché va revirer, puis il ne revire pas. C'est plutôt le reste qui vient suivre. On se retrouve devant un scénario où on va subir des pertes importantes. Et donc, il faut faire attention. Donc, ce ne sont que des éléments qu'on prend en considération dans notre analyse. Donc, voici quelques mesures de la profondeur du marché qu'on peut retrouver. Donc, moi, j'utilise beaucoup, il y a deux logiciels que j'utilise beaucoup, c'est StockCharts, c'est un site Internet, donc stockcharts.com, sur lequel vous pouvez aller trouver beaucoup d'informations. Ce qui est intéressant avec le stockcharts.com, c'est que c'est de l'information en anglais, bien sûr, mais si vous cliquez sur l'onglet Chart School, puis ensuite sur Market Indicators, vous allez avoir plein d'informations sur plein d'indicateurs, sur plein de techniques. Et donc, c'est vraiment une école
vous pouvez apprendre sur tous les indicateurs pratiquement que vous connaissez ou pour lesquels vous pourriez être exposé. Donc, parmi la série d'indicateurs de profondeur du marché, là, le plus connu d'entre tous, c'est la courbe des titres en avance et en déclin, là, ce qu'on appelle le Advanced Decline Line, qui mesure le cumulatif net entre les titres en avance et en déclin. Et donc, plus quand l'indice boursier, on va regarder l'ensemble du marché, puis on se dit, bien, il y a plus de titres qui montent que qui baissent, donc on fait le cumul. Donc, les titres en avance moins les titres en déclin. Et donc, si cette courbe-là continue à augmenter avec le marché, on dit le marché, la profondeur du marché est en accord avec cette tendance-là. Et si cette courbe-là, cette ligne commence à baisser alors que le marché continue à monter, on dit, il y a divergence, et donc, il faut faire attention. Donc, on va trouver également la courbe des nouveaux hauts et des nouveaux bas qui mesure le cumulatif net entre les nouveaux hauts et les nouveaux bas d'un indice comme la bourse de New York, par exemple. Moi, il y a un indicateur que j'aime beaucoup, c'est le BPSPX. Là, donc, c'est signe de dollar BPSPX, c'est pour ceux qui voudraient le retrouver sur Stock Charts. Moi, je l'utilise et je l'aime beaucoup. C'est le pourcentage de titres du S&P 500 qui est en mode haussier selon la méthode graphique des X et des O. Donc, ça, c'est une vieille méthode graphique qu'on utilisait sur le parquet. Qui consiste à mettre des X donc dans une case, dans une feuille quadrillée. Et donc, on ajoute des X dans la même colonne tant aussi longtemps que le titre progresse à la hausse. Donc, chaque case a une certaine valeur. Et donc, quand on augmente de cette valeur-là, on met un X. Tant aussi longtemps qu'on va dans cette direction-là, on ajoute des X. Et pour observer un renversement, donc ça peut être un renversement donc de 3 cases ou d'une case seulement. Donc, il y a plusieurs techniques. Mais en fait, quand on renverse de la valeur d'une de ces cases, on peut mettre un 0 ou on peut attendre avant d'avoir un vrai renversement, qu'on ait 3 cases de renversement avant d'ajouter une case à la fois à la baisse la tendance du marché. Donc, on va se faire le suivi comme ça, de manière successive. Là, donc, on va suivre l'évolution du marché. Donc, eh bien, cet indicateur-là va mesurer. Donc, quand on est dans un mouvement haussier, on est dans des X, on dit que la tendance est à la hausse. Quand on est dans des zéros ou des hauts, eh bien, on dit qu'on est dans une tendance baissière. Et l'indicateur BPSPX, il va prendre l'ensemble des 500 titres. Il va mesurer le pourcentage des titres du S&P 500 qui sont en mode haussier. Donc, ça, moi, je trouve ça intéressant de suivre ce pourcentage-là. Aussi, parmi les indicateurs de profondeur, on peut utiliser, par exemple, le pourcentage de titres supérieur à une moyenne mobile en particulier, par exemple. Donc, la moyenne mobile est 250, 50, 40, 10 ou 5 jours. Donc, on peut prendre, dans Stock Charts, on peut visualiser le pourcentage de titres du S&P 500, par exemple, qui est le pourcentage supérieur à la moyenne mobile de 50 jours, 200, etc., qui s'appelle le SPX A50R. J'aime bien, moi, utiliser la 200, donc la moyenne mobile de 200 et de 40 jours, qu'on va retrouver sur un logiciel de graphique qui s'appelle le TC2000. Il y a une version gratuite, puis j'ai une version payante. Moi, j'aime bien le TC2000. Je fais beaucoup d'analyses de profondeur de marché, de tendance avec le TC2000. Et donc, la liste de tous les indicateurs là, de profondeur est trop longue pour qu'on puisse tous les voir. Donc, je vous laisse le soin de les consulter à votre guise. Mais il est important, là, bien sûr, à un moment donné, de se limiter, de choisir ceux avec lesquels on est le plus à l'aise et qu'on considère comme étant les plus pertinents dans notre analyse. Donc, il est inutile aussi de prendre des indicateurs qui vont nous donner le même résultat. On prend des résultats un peu qui vont varier, donc qui ne sont pas synchronisés nécessairement en même temps, mais qui vont, quand on établit une tendance, c'est cette tendance principale qu'on veut établir pour chacun des indicateurs. Donc, comme je l'ai mentionné, là, donc, vous allez peut-être préférer un indicateur plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de vérité. Donc, moi, je fais certains choix. Vous pouvez en faire d'autres. C'est très, très bien ainsi. Je n'enseigne pas la vérité. J'enseigne des principes que vous pourrez adapter. Donc, par exemple, il y a plusieurs investisseurs qui aiment bien utiliser le ratio put-call. Donc, certains d'entre vous connaissez ça. C'est un ratio qui mesure un indicateur qui mesure le ratio du nombre de contrats d'options de vente par rapport au nombre d'options d'achat qui sont négociées sur une séance. Donc, plus le ratio est élevé, plus l'activité sur les options de vente est élevée par rapport aux options d'achat. Donc, on va alors présumer
que les investisseurs achètent davantage d'options de vente et qu'ils sont par conséquent pessimistes face au marché. Donc, c'est un indicateur qui, lorsqu'il se trouve dans des extrêmes au niveau du pessimisme et de l'optimisme, nous indique une probabilité élevée de revirement. Bon, cependant, moi, je ne le trouve pas assez précis pour l'utiliser et l'intégrer dans mes indicateurs préférés parce que je le trouve utile seulement dans les extrêmes. Donc, quand on est entre les deux, je ne trouve pas qu'il me donne d'assez bonnes indications pour pouvoir l'intégrer. Donc, un autre problème qu'il y a avec cet indicateur, c'est que l'activité sur les options d'achat et les options de vente est présumée provenir des acheteurs, qui nous dit que ce sont les acheteurs qui ont généré cette activité-là. Ça pourrait très bien provenir de vendeurs d'options qui viennent vraiment de manière très active vendre des options d'achat ou des options de vente. Donc, ça explique sûrement la difficulté d'utiliser ces indicateurs-là dans des extrêmes. C'est pour ça que je préfère ne pas l'intégrer moi-même dedans. Donc, ici, je vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver sur le site stockcharts.com. Donc, ici, le New York Stock Exchange Advanced Decline. Vous avez aussi les nouveaux bas du New York Stock Exchange. Vous avez donc ici notre BP SPX que je vous parlais. Donc, vous voyez l'évolution de du pourcentage. Donc, c'est sûr qu'on va être entre 0 et 100 du pourcentage de titres qui sont en mode haussier. Moi, ce que j'aime regarder, bien sûr, j'ai plusieurs façons de regarder cet indice-là, mais la façon la plus simple, c'est de regarder le pourcentage par rapport à sa moyenne mobile de 10 jours. Donc, quand on est au-dessus, on dit que la tendance est à la hausse. Quand on est en dessous, attention, tendance à la baisse. Et vous avez aussi différentes mesures de profondeur du marché. Donc, j'en ai mis que quelques-unes que vous trouverez sur le site StockCharts. Donc, ici, ce sont les différents symboles, les différents indicateurs. Vous allez trouver un pourcentage qui est au-dessus d'un certain nombre de jours, d'une moyenne mobile d'un certain nombre de jours. Donc, voilà. Donc, écoutez, là, on arrive à la toute fin de ce webinaire, bien sûr. Ce que je cherchais à faire avec vous, c'est de déterminer comment définir un état du marché, c'est-à-dire comment ne pas faire de prédiction en durée ni en amplitude. Donc, il suffit tout simplement d'observer au moment présent ce qui semble le plus adéquat. Donc, c'est la pondération des tendances des différents indicateurs qu'on va avoir choisi, qui va nous indiquer si le marché est dans un état haussier ou dans un état baissier. Donc, on regarde la prépondérance et puis, objectivement, on dit, je suis dans un état haussier, je vais adapter mon plan. Les erreurs qu'on fait, c'est lorsqu'on fait une prédiction, on dit que le marché s'en va dans cette direction-là, le marché revient contre nous, et là, on n'a plus de porte de sortie. On s'enferme dans une vision des choses, et à ce moment-là, c'est là qu'on subit nos plus grosses pertes. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et j'ai décidé d'arrêter de prédire où s'en allait le marché, et ça fonctionne beaucoup mieux depuis que, en fait, mon stress a diminué de beaucoup. Donc, on va mettre dans un marché haussier ou dans un marché baissier l'emphase sur des stratégies qui vont dans le sens de la tendance principale. Donc, l'état du marché va nous enlever du stress, bien entendu, de devoir absolument prédire dans quel état du marché on se trouve, c'est-à-dire de faire des prédictions. Ça nous permet de ne pas négocier en pensant que nos prédictions vont se réaliser. Donc, on va être sur nos gardes, le doute va bien s'installer. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est anticiper, observer et ajuster. Donc, avant de répondre à vos questions, j'aimerais remercier la Bourse de Montréal pour cette très belle collaboration sans laquelle cette série de webinaires-là n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je vous invite à visiter le site de la Bourse de Montréal qui vous offre des outils d'apprentissage en ligne et dont vous avez l'information là présentement que vous voyez à l'écran. Donc, je vous invite à consulter le centre d'éducation de la Bourse de Montréal, donc l'onglet Éducation. Et bien entendu aussi, je vous invite également, je remercie Desjardins Courtage en ligne pour le soutien qu'ils m'ont apporté également dans cette série-là.
Donc, je vous invite à consulter le site de Desjardins pour connaître leur calendrier, bien sûr, et aussi les différents outils d'apprentissage qu'ils mettent à votre disposition. Donc, on a terminé cette série de 3 webinaires. Donc, le premier qui était Options, concepts fondamentaux, où là, je vous ai défini certains paramètres, certaines notions de base pour comprendre ce que sont les options qui vous ont permis de suivre un peu plus ce que je vous disais dans cette série de webinaires. Et donc, le deuxième, c'était la négociation des options, les principes de base. Donc, les principes de base qui sont d'avoir un plan bien défini, c'est extrêmement important, et de mettre en place ce plan, et ensuite de l'exécuter et de le suivre. Donc, la persévérance, la discipline et tout ça font en sorte que ce sont des éléments importants à prendre en considération lorsqu'on veut commencer à négocier, pas seulement des options, mais n'importe quel titre financier. Et aujourd'hui, bien sûr, l'importance d'identifier l'état du marché, de ne pas prédire, mais plutôt de définir un état du marché. Donc, la prochaine étape, le prochain événement, bien sûr, c'est le programme La gestion d'un portefeuille d'options qui va commencer le 1er juin. En fait, de la façon dont ça va se dérouler, le 1er juin, vous allez avoir accès à du matériel. Et donc, je vais mettre des vidéos sur donc à peu près 1 ou 2 par semaine à partir du 1er juin. Bien sûr, vous aurez accès à la série sur la négociation des options. Et par la suite, l'introduction aux options, donc qui est l'assise même de ce programme, eh bien, je vais mettre des vidéos à un rythme régulier. Donc, pendant 3 mois, je vais essayer de le faire un peu plus rapidement, mais donc pendant 3 mois, donc juin, juillet et août, vous aurez accès à ce matériel-là. Ensuite, en septembre, on va mettre en place une série de webinaires en direct avec lesquels on va faire de la gestion de portefeuille. On va voir comment intégrer les concepts qu'on aura vus auparavant d'une manière concrète et réelle, donc en utilisant le simulateur de la Bourse de Montréal. Tout ça, tout simplement pour en arriver à construire un portefeuille d'options. Donc, cette gestion de portefeuille-là se déroule en 3 phases. Donc, notre première phase, c'est ce qu'on vient de voir, série sur la négociation des options. Ensuite, introduction à la négociation d'options, 18 heures de matériel. Donc, je vais essayer de vous mettre ça dans le mois de juin, là, donc le plus possible d'avoir tout le matériel à la fin du mois de juin. Et ensuite, la construction d'un portefeuille d'options qui va minimum 9 heures, puisque en cours de route, des webinaires sur demande, lorsqu'il y aura suffisamment de demandes pour le faire, je vais vous en faire pour éclaircir certains points. Ou lorsque des questions que vous allez me poser vont demander un peu plus d'explications, bien, je pourrai faire des webinaires également. Donc, ça commence le 1er juin, ça termine le 31 décembre. Ça dure 7 mois, mais c'est une formation de 6 mois. Donc, je vous garantis que vous allez avoir au moins 6 mois d'encadrement pédagogique avec moi durant ces 7 mois-là. Donc, vous allez avoir accès au matériel, PDF, vidéo, soutien pédagogique. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi ou cliquer sur inscription, mais vous allez avoir de l'information, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme-là, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien inscription ou à visiter tout simplement le site lesoptions.com. Donc, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous dans le cadre de cette série de 3 webinaires. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, ici, je vois une petite question. Est-ce qu'il existe des livres sur les options ou est-ce que je recommande certains livres qu'on pourrait utiliser lors des formations privées ou, par exemple, universitaires? C'est sûr que dans le cadre de mes formations à l'université, on utilise des livres qui ne sont pas nécessairement appropriés, je vous dirais, sont bien pour la théorie, mais pas nécessairement pour la mise en pratique, je vous dirais. Donc, il y a un livre qui est la Bible. Il existe en français, mais je pense qu'il est pas mal plus cher en français qu'en anglais. Donc, pour ceux, c'est Options as a Strategic Investment. Je vais essayer de vous envoyer le lien. C'est par
j'oublie son prénom, c'est M. Macmillan, ça fait, je vous dirais, 40 ans, je pense, qu'il est plus, qui a écrit ce livre. C'est la Bible. On est rendu, je ne sais pas quelle édition qu'on est rendu, mais là, vous avez toutes les stratégies. Toutes les stratégies. Mais donc, c'est un livre de référence. Est-ce qu'on a besoin de connaître toutes les stratégies pour performer avec les options? Vous allez voir que justement dans la gestion d'un portefeuille d'options, je vais vous aligner sur les stratégies qui vont vous permettre de gérer un portefeuille d'options. Pour ceux là, qui veulent une approche spéculative, tripler son argent, tout ça, je vous dirais, inscrivez-vous pas à cette formation-là parce que je ne m'en vais pas dans cette direction-là. Je ne suis pas du genre utiliser les options et devenir riche rapidement et tout ça. Je ne crois pas à ces approches-là. Vous allez voir que ceux qui vont vous présenter ce genre d'approche-là, eh bien, vont choisir leur période, donc historiquement, pour vous essayer de vous trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie qui leur ont permis, entre guillemets, là, de générer ces revenus-là. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il n'y a rien de garanti, il n'y a pas de vérité dans tout ça. Ce sont des principes qu'on veut mettre en place. Vous allez voir que c'est moins sexy que d'essayer de vouloir faire doubler, tripler notre capital. Moi, je pars toujours du principe que si je n'ai pas de succès, en négociant les actions présentement, là, pourquoi j'aurais plus de succès en utilisant les options? Donc, l'approche qu'on doit avoir, c'est une approche qui va dans le sens de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire essayer d'utiliser les options comme un outil qui nous permet de progresser dans notre gestion de portefeuille et de réduire nos risques, de faire face à des moments de perte soutenue. Donc, on va développer une approche qui est l'approche de la diversification stratégique. Donc, ce sont ces principes-là qu'on va mettre en place parce qu'on ne sait pas où s'en va le marché et on veut réduire notre stress de perdre de manière dramatique lorsque les marchés baissent et de pouvoir réagir en cours de route et en diminuant notre risque. Au fur et à mesure que le marché va baisser, on va diminuer notre risque pour l'augmenter lorsque les marchés vont aller dans le bon sens. Donc, ce sont ces principes-là que je mets en place. Donc, il ne faut pas oublier, c'est les 4 points fondamentaux de l'approche pour bien faire des choses en négociation. C'est apprendre, comprendre, pratiquer, et ensuite appliquer. Et donc, on n'en sort pas, on est dans cette dynamique-là. Ici, j'ai une question. Est-ce que les stratégies qu'on va enseigner dans le prochain cours seront exécutées en virtuel? Exactement. Donc, c'est pour ça que dans le dernier, donc septembre, octobre, novembre, décembre, dans le dernier 4 mois de ce programme-là, eh bien, on va mettre en place un portefeuille à l'aide du simulateur de la bourse. Donc, on va mettre en place on va faire des transactions et vous pourrez le faire vous-même en même temps. Donc, vous pourrez essayer de tester vos stratégies. Parce que l'important dans ça, c'est de pratiquer. Puis, éventuellement, donc, c'est de l'appliquer tranquillement. Bien sûr, on va aller chercher la compréhension en pratiquant les stratégies. On va savoir comment ça fonctionne, mettre en place la stratégie. Qu'est-ce que ça donne? Et on va faire ça pendant 4 mois ensemble, bien sûr. Donc, ensuite, il y aura toujours moyen de continuer si jamais vous voulez avoir du mentorat. Donc, toujours moyen de continuer. Donc, ensuite, je pourrais vous indiquer là, un forfait, ou vous indiquer un forfait qui vous permettra d'avoir un encadrement pédagogique plus soutenu par la suite. Mais vous allez avoir pendant ces 7 mois-là, donc je vous garantis 6 mois, là, parce que bien sûr, on a des vacances dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas justement vous donner un programme de 6 mois sur 6 mois. C'est un programme de 6 mois sur 7 mois. Et puis, donc, le pire qui peut vous arriver, c'est d'avoir 6 mois. Le mieux, si je n'ai pas pris de vacances pendant ce temps-là, vous allez avoir 7 mois. Donc, écoutez, ce que je vous ai parlé, ce sont des principes. Les principes de base, il n'y a pas de vérité. Vous allez voir que je n'enseigne pas de vérité. Ce sont des principes que vous allez vous approprier. Et puis, j'espère que cette série de 3 webinaires vous aura permis
de vous familiariser avec cette approche-là, cette approche probabiliste, l'approche qui est pas sexy, comme je le mentionnais, hein, puisque un expert, ça doit être soutenu, tranché, dire on s'en va par là. Eh bien non. Je ne m'en vais pas dans cette direction-là. Vous allez aimer ou pas. Vous allez me prendre tel que je suis, bien sûr, parce que moi, je vous fais confiance, que vous avez déjà les éléments qu'il faut pour progresser, et vous allez prendre ces principes-là pour les mettre en application et vous les approprier. Donc, écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Et puis, j'espère qu'on va avoir l'opportunité de se revoir. N'hésitez pas à me poser des questions en regard à cette série de 3 webinaires si vous en avez. Sur ce, écoutez, je vous souhaite bonne semaine, bon apprentissage et à bientôt.